13 aujourd'hui sur TV Sport, un rugby à 13 qui nous conduit à Villeurbanne, au stade Georges Livet pour une rencontre historique. Historique car c'est la première fois en effet que la sélection nationale du RSS se produit en match officiel face à une autre équipe nationale. La France a donc l'honneur d'accueillir la délégation soviétique, une équipe que l'on découvre naturellement. À signaler que c'est une fédération qui s'est créée il y a environ 2 ans de cela, et qui s'est dotée d'une élite avec 8 clubs de première division et qui donc découvre un tout petit peu le rugby à 13 international. Je dis bien le découvre car s'il y avait une tradition quinziste en Union soviétique, il n'y avait jusqu'à il y a 2 ans pas encore de fédération 13iste. Chose faite désormais, inutile de vous dire que la plupart des joueurs de l'équipe nationale sont issus d'une culture quinziste, cela dit. Ça signifie qu'il manquera un certain nombre d'automatismes propres aux 13, un certain nombre de qualités, de techniques collectives en particulier, qui sont toutes particulières à ce code. Du côté de l'équipe de France, c'est une formation assez expérimentale que l'on aligne aujourd'hui car il y a pas mal d'absents, des absents de marque. Cyril Ponce qui a demandé au sélectionneur national de souffler. Cyril Ponce vient d'ouvrir un magasin et dès lors les obligations le retiennent du côté de Saint-Gaudens et il a souhaité ne pas faire ce déplacement. Bien entendu, il n'est pas question pour lui de renoncer pour autant à l'équipe de France. Cabestany, lui, est passé au rugby à 15. Une perte sèche incontestablement pour le rugby à 13 français car c'était un joueur de grand avenir. L'hymne soviétique et à présent la Marseillaise bien sûr. Avant l'exécution des hymnes nationaux, et j'en étais à vous parler des absents de marque dans cette équipe de France. Je vais également vous parler de Daniel Verde, qui pour les mêmes raisons que Cyril Ponce n'a pas souhaité être retenu, bien qu'il ait sa place dans la sélection nationale. Thierry Valero est blessé, Jacques Moliner aussi, et même remarque pour Thierry Butignol. Un autre joueur qui est aux limites de l'équipe de France et qui n'a pas été incorporé, mais qui, on peut le souhaiter puisqu'il était dans le 13 du président, le sera un de ces jours, c'est Mathieu Kédimi, qui semble avoir réglé ses conflits personnels avec une partie de l'encadrement de l'équipe de France. Donc on découvre cette formation de l'Union soviétique qui compte sur des atouts physiques incontestables, mais qui manque encore de cette technique essentielle, propre au rugby à 13. On s'attend quand même à une victoire assez large des tricolores, car cette formation soviétique arrivée en début de semaine dans l'Hexagone s'est produite à Corbeil mercredi et a pris presque 60 points même par le trait du président.
tout de même un facteur qui vient singulièrement compliquer la tâche des joueurs, c'est qu'il avait plu sur l'agglomération lyonnaise la veille, il avait beaucoup plu et c'est sur un terrain terriblement boueux que les deux équipes évoluent. Ça ne peut guère que gêner malgré tout le rugby pratiqué, d'autant que les joueurs français en particulier, habitués au climat plus sec du sud de la France, donc découvrent ici une pelouse détrempée qui n'est absolument pas conforme à ce sur quoi ils se sont entraînés récemment. Une formation tricolore à ossature saint-gaudinoise, Saint-Gaudens, qui lors de la dernière journée de championnat a fait exploser la défense de Villeneuve, son dauphin l'an dernier. Un match qu'on avait vécu, vous en souvenez, la semaine dernière. À noter également que c'est une équipe de France pleine de très jeunes éléments, une moyenne d'âge de moins de 23 ans. Bref, c'est pratiquement l'équipe de France de l'an 2000 que l'on voit évoluer ici. En tout cas, une équipe de France qui est faite pour durer, qui est résolument tournée vers l'avenir. À noter également que l'équipe de France s'est dotée d'un nouvel encadrement. On salue l'arrivée de Jean-Christophe Vergenst au poste d'entraîneur national. Il est secondé de Charles Alduendo qui lui s'occupe du rugby à 13 de haut niveau. Tandis que Louis Bonnery reste naturellement le directeur technique national. Le ballon dans les mains de Patrick Cantat. J'ai pas la tête. La sortie est soviétique. Les Soviétiques combinent bien avec une jolie passe sautée ici et une accélération sur laquelle Lissov est venu progresser assez nettement de la ligne d'avantage. C'est maintenant Vinokodov qui a transmis à Korsakov. Au plaquage de Daniel Divet, secondé par Patrick Cantat. Daniel Divet, donc on salue le retour en équipe nationale. Ça fait très plaisir de revoir le Carcassonnais au plus haut niveau, car il avait été, disons, aux limites l'année dernière. Il avait demandé à ne pas être sélectionné pour des problèmes de blessures. Il craignait de rechuter dans des matchs difficiles. Et maintenant, tout est remis en ordre. Et Daniel Divet, donc, récupère sa place de numéro 13. Quelques problèmes personnels aussi pour Daniel Divet l'an dernier, dans le sens où il avait été contacté par les clubs britanniques. Il était quelque peu tracassé. Oui, parce qu'il avait c'est vrai, finalement, à la dernière minute, refusé de venir s'installer à Hull, dans le nord de l'Angleterre, et craignait que les partenaires britanniques ne lui en veuillent d'avoir... Peut-être le craignait-il, je ne sais pas, en fait c'est des choses qu'on peut se demander en l'occurrence. Pénalité ici pour les soviétiques, Parechin, c'est le capitaine de cette formation. Il a été de beaucoup de votes, il permet aux visiteurs de jouer le score. On joue depuis moins de 4 minutes. L'URSS s'installe en tête. L'équipe du URSS donc qui a de bons arguments physiques à faire valoir. Voilà l'image de la stature de ce Parechin, hyper physique pour un numéro 6. On a dit également tout à l'heure que le 13 du président avait infligé une dure leçon aux soviétiques à leur arrivée, alors pratiquement à leur descente d'avion, c'était à Corbeil. Mais entre-temps, les soviétiques se sont, disons, débarrassés de leur jet lag, alors que l'on voit ici leur arrière faire une jolie percée. Joli tampon de Daniel Divet qui vient ici percuter l'attaque soviétique et la couper court véritablement. Très accroché en défense, il y a une fois de plus Divet s'illustre avec l'aide ici de Jean Ruiz et de Christian Calvo. Relâché. Heureusement pour les soviétiques, Parechin s'empare du ballon malgré tout. On voit beaucoup de diversité dans le jeu soviétique. On joue des fois au large avec des passes sautées ou également au ras du tenu. Un jeu assez complet. Alors que la défense française paraît très agressive en ce début de rencontre, à l'image de Daniel Divet, omniprésent. Une défense qui monte en parapluie, on fait monter les extérieurs pour essayer de ramener le porteur du ballon vers les joueurs les plus physiques de l'équipe française. Gilles Dumas permet à l'équipe de France de progresser sur la ligne des 22 adverses. A noter que cette équipe de France a une physionomie très différente de celle du 13 du précédent. C'est-à-dire que 2 ou 3 joueurs qui avaient évolué à Corbeil.
Et on a fait appel à des tout jeunes joueurs qui avaient, pour la plupart d'ailleurs, déjà été incorporés dans l'équipe qui avait fait la tournée en Papouasie-Nouvelle-Guinée l'été dernier. Pour l'instant, la France attaque avec Claude Sirvent. Derrière lui, Patrick Toreille. On se met à Jean Ruiz, ancien légionnaire. Patrick Cantat. Divet. Divet progresse lui aussi au-delà de la ligne d'avantage. Une équipe de France qui a menacé l'embut soviétique maintenant. Anta qui ouvre assez large, une balle récupérée ici par l'attaque à l'effage. Excellent plaquage, beaucoup de détermination de la part de Sokolov, un nom qui rappelle quelque chose au rugby à 13 français, soit dit en passant, tandis que c'est Storer qui est à l'attaque à présent. Et que le 13 de France se fait de plus en plus menaçant. Dumas, une passe redoublée avec ici Patrick Cantat. Balle relâchée cela étant. Faute qui s'explique en partie en tout cas par l'état du terrain extrêmement glissant. Un ballon donc insaisissable. Difficilement saisissable. Mais une bonne phase de jeu pour l'équipe française, avec tout d'abord 3 ou 4 fixations avant d'essayer d'envoyer au large. Et malheureusement, il n'y avait pas encore le surnombre pour permettre aux ailiers de marquer en coin le premier essai de cette rencontre. Et c'est toujours les Soviétiques qui mènent sur le terrain de Villeurbanne. Un peu surprenant, mais quand même. Claude Sirvent ici à l'attaque, incorporé donc à l'aile de l'équipe de France. Mission difficile que de remplacer Cyril Pons. Il s'acquitte bien de sa tâche. C'est le meilleur marqueur d'essai actuellement du championnat de France. Et il n'a que 20 ans, Sirvent. Et ça, c'est la griffe de cette équipe de France version 91. Une équipe toute jeune, presque expérimentale. En quête de rachat, il faut bien le dire, Gérard. En quête de renouveau, c'est une équipe qui voit loin. Et ça, dans le cadre de cette rencontre, d'ailleurs, c'était le moment de faire des réglages. L'équipe de France, c'est à sa décharge, n'avait au préalable jamais eu l'occasion d'affronter l'adversaire, disons, qui soit relativement facile à jouer. En dehors, on affrontait les Britanniques 2 fois par an, pratiquement, et c'était tout. Et dès lors, il était difficile de faire les réglages dans la perspective de ces matchs autrement plus difficiles contre les professionnels que sont les Britanniques. Donc maintenant, on a changé un tout petit peu tout ça. L'équipe de France va jouer également contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça sera vers la fin novembre. Tandis que Gilles Dumas s'apprête dans une pénalité. Il y aura également un match contre le Pays de Galles. Ça aussi, c'est une innovation à laquelle le président d'OTAN, je crois, tient beaucoup. Et il est très bon que la Rugby League ait autorisé ces nouvelles rencontres. Dumas, ici, s'acquitte sans coup férir de sa mission. Égalité au tableau d'affichage. La domination territoriale française de ces 5 dernières minutes s'est concrétisée par cette pénalité face au poteau transformé par Gilles Dumas. Sur ces 10 premières minutes de jeu, une domination territoriale partagée, mais une possession du ballon en faveur des tricolores. Néanmoins, pour l'instant, les Soviétiques qui font bien meilleure figure qu'en milieu de semaine à Corbeil. Beaucoup plus saignant, c'est vrai. On a l'impression aussi qu'il joue infiniment plus en défense qu'il ne l'avait fait dans la banlieue parisienne l'autre jour. Peut-être Ondichat et Chaudet craint l'eau froide. Ils redoutent, les Soviétiques, de prendre un nouveau carton, et surtout pour leur tout premier match officiel. Ils veulent éviter bien sûr un désastre. C'est parfaitement compréhensible. Ça explique aussi en grande partie donc qu'ils jouent avec une certaine prudence. Ils sont très prudents défensivement. Et leur tâche est facilitée par justement ce ballon glissant, ce terrain extrêmement boueux qui, à l'inverse, complique la tâche des attaquants. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Français font appel à la botte de Gilles Dumas pour essayer de ramener le jeu dans la moitié de terrain soviétique. Car les transmissions sont difficilement assurées, on n'est pas à l'abri d'un contre. On joue dans ce cas-là au ras du tenu, et c'est pour ça que l'on voit beaucoup Daniel Divet. Excel, c'est vrai, dans cet exercice, alors que ici c'est Toreille qui ouvre sur Calvo. Talner est pilier de l'équipe de France. L'équipe de France qui donc manque un peu de cohésion, et c'est assez logique. David Despins ici était en possession du ballon. Présent, c'est Jean Ruiz.
manque de cohésion parce qu'elle ne s'est pas retrouvée, il faut bien le dire, depuis la tournée en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Nouvelle-Zélande de l'été dernier. Et elle s'est retrouvée simplement vendredi dans la journée pour ce match de dimanche, donc pas beaucoup le temps vraiment de faire de préparation, juste des petites consultations sur les tactiques à employer davantage que la possibilité de faire une véritable préparation. Et puisque l'on parle de tactique, pour l'instant la charnière tricolore fait ce qu'elle a à faire, avec Gilles Dumas qui envoie des petits coups de pied de déplacement pour sauter la défense soviétique qui monte assez rapidement pour gêner les avants tricolores. Les soviétiques, difficiles à passer en 1 contre 1. On a du mal à prendre la ligne d'avantage. Livet ici pour Storer. C'est Storer qui le premier franchit la ligne dans le but. Premier essai du match pour l'équipe de France. Yves Storer. On joue depuis un quart d'heure environ. Je disais qu'on avait du mal à passer la ligne d'avantage car on avait tendance à rechercher l'affrontement. Et là, justement, Storer, regardez bien, a pris l'intervalle. Il a contourné la masse physique soviétique. Le Saint-Gaudinois donc vient ici concrétiser cette domination territoriale de l'équipe de France. C'est fort logiquement que les tricolores creusent un petit écart. Rien de décisif sous l'œil ici de l'arbitre, monsieur Alba. Assisté aujourd'hui de messieurs Picard et Parot. Petit tas de sable pour Gilles Dumas. Il adore faire des châteaux de sable, Gilles. Qui n'utilise pas encore le ti. Ça viendra peut-être. Certains le font. Après tous les problèmes qu'il a connus l'an dernier. Exactement, il est arrivé en forme au bon moment. Alors, tout à fait à la fin de la saison. Un peu tard pour l'équipe de France, certes, car on aurait aimé le voir opérationnel dans les dures luttes du printemps dernier. N'en parlons plus, c'est déjà presque oublié. Son club a quand même réussi l'an dernier le doublé. Voilà qu'il a consolé, j'en suis sûr, en tout cas des mésaventures de l'équipe nationale. Quant à Patrick Anta, lui, il est revenu à Avignon après un passage Carcassonne. À Carcassonne, tout à fait. Il habite à Avignon, c'est vrai, mais il vient jouer à Carcassonne. Il vient passer, il a regroupé son emploi du temps sur le début de semaine de manière à être à Carcassonne dès le jeudi ou le jeudi soir. Non, mais il est revenu à Avignon pour exercer sa profession de pompier, après être passé à Hull, en Grande-Bretagne. Mais il joue à Carcassonne cette saison. La particularité, quand même, c'est un oiseau migrateur, notre Patrick. Surtout un garçon sympathique. Absolument. Et nous avons eu le plaisir de l'accueillir dans nos studios. On lui tire le chapeau au passage. Vous revenez nous voir bientôt, Patrick. En attendant, Gilles Dumas en action. Joli coup de pied tactique ici, très loin, qui contraint les Soviétiques à repartir vraiment à l'autre bout de la pelouse et à buter sur un Daniel Livet toujours aussi intraitable. Sakilinin s'énerve un tout petit peu. L'arbitre fait signe, un signe assez éloquent. Je ne pense pas que M. Alba parle le russe. En revanche, son langage gestuel était parfaitement compréhensible. On ne bouscule pas ses petits camarades. Pas dans ces conditions, en tout cas. Tavarish Parouski. Frédéric Fin, linguiste, nous a traduit ça immédiatement. Et Gilles Dumas, donc, installe la France en très bonne position d'attaque. 8 points à 2, je vous le rappelle. Daniel Livet qui croise avec Jean Ruiz, un petit peu téléphoné quand même, et Sokolov peut plaquer Ruiz. Venu de Saint-Estève s'installer à Saint-Gaudens tout récemment. Très bonne recrue pour les Saint-Gaudinois. On ne parle pas d'Inabi, on ne conteste pas, même en russe, même dans une langue. Je me demande bien si M. Alba finalement ne parle pas le russe en définitive. On peut se le demander. Il siffle une pénalité pour les tricolores en raison d'un plaquage au-dessus de la ligne des épaules sur la personne de Christian Calvo. Et l'occasion pour Gilles Dumas
de corser l'addition. Dommage que les conditions dans lesquelles évoluent les 26 acteurs de cette rencontre soient aussi épouvantables. Il y a toute une partie du terrain qui est transformée en bourbier véritablement. Je vais faire de la publicité pour les Messi. Les tricolores font ce qu'ils ont à faire. C'est peut-être pas spectaculaire, mais diablement efficace. Cette partie de gagne-terrain, puis on sait qu'en rugby à 13, souvent, la victoire est due à la qualité de la défense. Et pour l'instant, à ce niveau-là, notamment Daniel Divet fait merveille. Il pose beaucoup de problèmes à des soviétiques qui font bien meilleure figure, faut-il le rappeler, qu'en milieu de semaine. Grosse présence, c'est vrai, défensive du troisième ligne centre carcassonnais. Et très bon coup de pied aussi tactique de Gilles Dumas. Plaquage saignant de Jean Ruiz ici. C'est un coup de pied de Netchaïev. Il était raté dans cette balle. Les soviétiques enchaînent ici. Débordement sur l'aile, peut-être par Sokolov. Les soviétiques se débarrassent trop souvent, trop rapidement du ballon. Il faut essayer de le conserver, de fixer la défense tricolore, mais c'est sûrement un manque d'expérience, un manque de métier. Il a fait une longue passe sautée pour son arrière intercalé, mais la balle est arrêtée. Sokolov essaie de relancer, mais c'est bien difficile quand on n'est pas en pleine course de progresser. Ça manque aussi un petit peu de soutien, un petit peu de lion. Sachin. Soutenu ici par Hollard, c'est bien joué ici. Il s'infiltre, un plaquage peut-être à laisser. Un essai pour les soviétiques. Eh bien, on parlait de la bonne défense française, mais ici, David Despins était bien esselé pour faire face à deux adversaires. Et sur une action individuelle, Gérard. Ce qui étaye ce que j'étais en train de développer. Il va y aller tout seul. Le centre soviétique, Hollard. Quelques plaquages ratés de la part des Français, mais des conditions difficiles, il faut le dire, pour arrêter un adversaire lancé. C'est vrai que l'une des nécessités du rugby à 13, c'est de pouvoir plaquer instantanément et efficacement. S'il faut faire appel à un autre partenaire pour arrêter la progression d'un joueur, à ce moment-là, ça crée tout de suite des surnombres et des problèmes. Mais c'est la culture du jeu français, on préfère passer que plaquer. Le problème, c'est que plaquer, ça fait la moitié de la réussite dans ce sport. Certes, parfois moins spectaculaire qu'une jolie passe, mais c'est tout aussi important. La transformation est manquée par Paretchin. Mais le tableau d'affichage donc n'est guère favorable à l'équipe de France. 10 points à 6, certes un avantage, mais les Filmbouches seront un tout petit peu insatisfaites. Oui, parce que pour l'instant, c'est juste la botte de Gilles Dumas qui fait la différence. Un essai de part et d'autre, en effet. Relance par Korsakov. Démarrage de Zotov. Divet à la parade avec le soutien de Christophe Grandjean. Percussion de Sokolov. On voit beaucoup de Sokolov. Ne pas confondre avec le Carcassonnais. Ah, ça c'est bien joué de la part des soviétiques. Repoussés dans leur camp, ils font 3-4 fixations au ras du tenu et ensuite ils renvoient le jeu au pied dans la moitié de terrain tricolore. Garcia et Fage sont repartis à la sauce de l'embut adverse. Daniel Divet progresse bien lui aussi. Oh, Patrick Quentin relâche cette balle. Ça peut arriver dans la boue. Quel plaquage ici, saignant du pilier soviétique.
L'oreille a lancé en pleine foulée ici Christian Calvo qui a donné sur Patrick Otah, Gilles Dumas, la réception peut-être. Une balle dont personne ne semble vouloir. Et un demi-ouverture français un tout petit peu frustré d'avoir relâché ce ballon si près de l'embut adverse. Percée impressionnante de Christian Calvo, mais ça manquait un tout petit peu de soutien. Il était allé un peu rapidement pour ses partenaires. Un coup difficile à jouer, c'est vrai. Ça glisse énormément, ça complique singulièrement la tâche des joueurs. Et on a sorti les crampons 18. Et peut-être ici la percée de David Despin. Petit point individuel ici du centre français. Le jeune joueur de Villeneuve, il n'a que 21 ans, transperce la défense soviétique et vient rendre un avantage plus substantiel à l'équipe nationale. Une erreur de concentration de la défense soviétique. Quelques joueurs étaient occupés à parler avec monsieur Alba, en train de discuter la décision de l'officiel. David Despin, malin, rusé, en profite pour marquer le deuxième essai tricolore. Izotov n'a pu qu'admirer ses semelles au passage. Bel essai donc de David Despin. Tandis que Gilles Dumas s'apprête à tenter la transformation en position moyenne, disons. Il est droitier, il préférait que cette transformation soit sur la partie gauche. Ça passe quand même. C'est une équipe de France nantie d'une dizaine de points d'avance maintenant, alors que l'on revoit cet essai. Un beau démarrage. Despin échappe à Kivinikin. Et toujours la prise de l'intervalle. Ça, c'est une règle d'or en attaque. Ça paye souvent. En tout cas, ça a payé 2 fois pour les tricolores. Bonne relance de Pascal Fage ici. Jeune Pianinck, remarquable. Il n'est pas habitué au poste d'arrière sur son équipe nationale. Oui, sélection bien qu'on on lui ait confié cette tâche durant la tournée en Papouasie-Nouvelle-Guinée l'été dernier. Est-elle en train de se doter d'un bon arrière, fut-il occasionnel? C'est très combatif. Se fait réprimander par l'arbitre. Il y aura une mêlée, signale M. Alba. Le rôle d'arrière qui est primordial au rugby à 13, car c'est souvent lui qui est chargé d'organiser en premier la relance. C'est pour ça que généralement à ce poste, on retrouve des joueurs d'expérience. Dernière mêlée de cette première mi-temps sans doute. Alors que la balle est récupérée par Denis Bienès. Il a servi très vite sur Fage intercalé. Ce sera le dernier acte de cette première période qui s'achève donc sur un score de 16 points à 10. Avantage mérité, mais pas très convaincant encore de l'équipe de France. On se retrouve après la pause pour la fin de ce match. A tout de suite. Les 1000 km de Bathurst, une des grandes courses catégorie voiture de tourisme. Dimanche à 16h30 sur TV Sport. Les 1000 km de Bathurst, une des plus grandes courses au monde. Sur un pied d'égalité avec Le Mans, les 500 miles d'Indianapolis, Monaco. Sur le circuit splendide de Mont Panorama près de Sydney, les meilleurs pilotes au monde entrent en compétition pour la 29e édition de cette course. Alors, Ford, BMW ou les Nissan. Retrouvez-nous dimanche à 16h30 sur TV Sport. Les championnats universitaires de football américain, de l'action, de la rapidité et du spectacle. Chaque semaine, le meilleur des matchs, notre match de la semaine. Le mercredi à 23h30 sur TV Sport. Herbie Hyde est-il le plus brillant boxeur britannique de sa catégorie? La réponse en direct
Demain à 22h sur TV Sport. Cette offre spéciale de disques est valable uniquement par téléphone. Prenez donc un crayon ou une plume. Classic Rock Classics contient plus de 50 des plus grands enregistrements de rock joués par le London Symphony Orchestra. Classic Rock Classics vous offre plus de 4 heures de musique puissante, soit en 5 disques, 5 cassettes ou 5 disques compacts. Pour Classic Rock Classics, le London Symphony Orchestra joue les œuvres des compositeurs les plus célèbres au monde. Goûtez au pouvoir de Classic Rock Classics. Profitez de cette offre unique de lancement et commandez cette collection dès maintenant en appelant l'un des numéros suivants. Cette offre est accompagnée d'une garantie de remboursement, au cas où vous ne seriez pas satisfait. Veuillez compter 21 jours de livraison. Jeremy was here to tell you about his spot problem and how he used these new Biactol pads daily. They have a rough side which scrubs your face really clean, opening the pores so the lotion on the smooth side can get deep down to kill bacteria. Jeremy has found the effect of this unique double action startling. New Biactol double action pads. They laugh twice as loud in the face of spots. Retour au stade Georges Livet de Villeurbanne où le score à la pause est de 16 points à 6 et non pas à 10 en faveur de l'équipe de France face à l'URSS dans ce match inaugural car, je vous le rappelle en effet, jamais les deux équipes ne s'est affrontées, jamais l'URSS ne s'est produite en match international officiel. La première rencontre qu'elle est disputée étant celle face au 13 du président, 3 jours auparavant à Corbeil, mais un match qui ne comptera pas dans les annales. Alors 2 essais des tricolores contre un des soviétiques, plus quelques pénalités passées par Gilles Dumas. Une domination territoriale tricolore, mais une bonne réaction et une bonne opposition soviétique. À l'image de Lukianitchev et de Zotov en particulier, qu'on a beaucoup vu dans cette première période. Lissov également, ici en possession de la balle. Fin de passe, c'est pas mal vu. Un démarrage de Parechin, le capitaine, c'est solide. Et repoussé ici par Denis Bienès, l'expérimenté, s'il en est. Un des relatifs vétérans, très relatifs, parce qu'on n'est pas très vieux dans cette équipe de France. Et vous remarquez que si l'équipe de France, l'année dernière, avait un commanditaire qui avait fait beaucoup parler de lui, l'équipe soviétique en a trouvé un pour son premier grand rendez-vous international. Voilà, par-dessus la défense adverse, le premier à la réception de la balle sera Sirvan qui a suivi le ballon, mais nous sommes dans une bonne position ici pour les visiteurs qui viennent s'installer à 10 petits mètres de l'embut français. Et un début de deuxième mi-temps qui est copie conforme aux 10 premières minutes de cette rencontre. L'équipe de France essaie quand même ici de se dégager de son embut. Ruiz en percussion, Raffut, il tombe sur un Zotov très teigneux qui a dû subtiliser le ballon au lard, une passe de Vinokodov très acrobatique, Sabikin-Nikin a récupéré, Gilles Dumas intercepte du bout des doigts, la balle est reprise par Lukianitchev. Les soviétiques ici se déchaînent au lard peut-être avec une longue passe sur l'aile à relais maintenant de Zotov. Zotov a transmis ici à son arrière qui vient d'aplatir. L'essai sera-t-il refusé? Oh, Monsieur Alba ici brise le cœur des soviétiques. La passe était en avant. Alors surtout, je crois qu'il n'a pas aplati Gérard. Il n'a pas véritablement aplati, la balle lui a échappé des doigts. Eh bien, la France s'en tire à très bon compte en définitive. Excellent coup d'œil de Monsieur Alba, soit dit en passant. Car j'avoue que ça m'avait échappé à la première vision. Frédéric qui a un œil d'aigle
avait perçu ça tout de suite, moi pas. Le score reste ce qu'il est, 16 points à 6. Divet, le plus en évidence des Français durant la première période. Revient à son tout meilleur niveau. Voici Daniel Divet, le Carcassonnais, se fait ici propulser sans ménagement par le pilier soviétique. Dumas par-dessus la défense adverse, c'est bien vu. Ici, dans l'intervalle, à la réception, il y avait un Français, il y avait Denis Bienès. En définitive, ce sont les Rouges qui sont arrivés les premiers dessus. Relance par Vinokodov. Pas très loin. Oreille était au comité de réception. Accélération de Sokolov. C'est bien vu maintenant avec Osatchin. Osatchin qui est soutenu par Korsakov. Et toujours ce jeu ambitieux des Soviétiques qui pose beaucoup de problèmes à la défense tricolore. Parechin. Toujours quelqu'un à côté de la balle. Ils sont une bonne complémentarité. Ils s'entendent bien manifestement. Ils sont décomplexés. C'est vrai que leur prestation est beaucoup plus encourageante que celle de Corbeil où le score a été très lourd. Voilà. Coiffé par Christophe Grandjean. Nokodov, une chandelle. À la réception, il y a l'arrière français Pascal Fage qui prend 2 temps. Et vous avez remarqué que les Soviétiques, pour essayer d'accélérer le jeu, ont des passes longues à la sortie des tenues, des mêlées, pour essayer d'emmener tout de suite le jeu sur les extérieurs, pour essayer d'écarter au maximum, comme ici. Voilà, une fin de corps. Bon travail de Vinokodov, mais qui se fait plaquer avec énormément d'efficacité. C'était très important de bien arrêter la progression soviétique. Olar maintenant, encore une fois, qui croise avec Parechin. Parechin relâche son ballon, récupération par Pascal Fage. L'arrière français sauve son camp. Jean Ruiz. Relâché. Très vite transmis sur Olar, encore une fois, petit coup de pied à Chine, la balle est récupérée par Osatchin qui s'infiltre, la balle sera-t-elle aplatie? Non, elle va sortir en ballon mort au préalable. Mais les Français ont eu chaud, et ça fait 10 minutes maintenant qu'ils subissent une terrible pression par les Soviétiques. Ce sont les visiteurs qui dominent, ce sont les visiteurs qui font le spectacle. De quoi préoccuper Jean-Christophe Vergenst. Vient de prendre en main, je vous le rappelle, l'équipe de France. Zotov, soutenu par Sokolov. On n'arrive pas à se sortir de l'étau soviétique. On n'arrive pas à récupérer le ballon. Parechin joue en passe courte. Maintenant, on varie pas mal le jeu. C'est revenu au petit côté. Vous savez, mentalement, c'est bien difficile de défendre comme ça pendant 10 minutes. On l'ouvre, Vinokodov. Bon plaquage ici, bien vu de la part de David Despins. Et là, justement, on peut voir en cette résistance en défense de la formation tricolore la volonté de cette dernière. Alors que le juge de touche avait signalé, je crois, une petite irrégularité que M. Alban n'avait pas vue. Mêlée avec introduction française sur les 22 de l'équipe de France. Dumas, une fan de corps. Mais ça ne trompera pas ici l'excellent Sokolov. Je crois que là, Gérard, quand on a récupéré le ballon comme ça, ce qu'il faut, c'est avant tout essayer de le garder, donc peut-être aller au 6e tenue. Divet maintenant, il a transpercé tout le monde, Daniel Divet. Superbe accélération du Carcassonnais ici. Vraiment une progression de 50 mètres extraordinaire. Très beau coup de rein de Daniel Divet. Patrick Cantat en direction d'un centre de Franck Romano. Bien entré en jeu, Romano. Toreille derrière lui. Cantat encore, Dumas. On change de côté à présent. Bienès, Despins, et puis une accélération de Claude Sirvin qui s'infiltre peut-être. Le Sirvin est à surveiller comme le lait sur le feu. On voit qu'il est très vif, très inspiré, il a un sens de l'embut également, toujours en éveil. Christian Calvo maintenant, et puis Patrick Cantat, Dumas qui transmet sur Bienès. Bienès a passé très vite pour Despins, mais le plaquage
terrible ici de Savikinin est venu très très vite. Dumas, un petit coup de pied à suivre, la balle reprise par Daniel Divet, peut-être pour passer un essai. C'est pas sûr. L'arbitre dit que non. Des petites fautes de main chez les attaquants français. Encore une fois, la balle est très glissante, il y a énormément de boue et ça complique singulièrement la tâche du joueur qui, à ce stade de la saison, car l'automne est très beau dans le Languedoc, pratique sur des pelouses sèches. C'est dommage sur la première phase de jeu parce qu'il y avait beaucoup de profondeur. Mais c'est finalement une phase de jeu comparable à celle qui avait vu les soviétiques marquer un essai mais se le voir refusé dans des circonstances identiques à l'autre bout du terrain. Et voici qui essaie de se dégager, ça va être précisément par Osatchin. Là, c'est important pour les Français de faire monter leur défense très haut de façon à laisser les soviétiques sur leur but. Zotov toujours aux avant-postes. Et bonne présence aura du tenu, notamment de Christophe Grandjean. Ça va monter très rapide sur le porteur du ballon. Un match diffusé dans des conditions extrêmement difficiles, mais quelques motifs de satisfaction donc pour Jean-Christophe Bergenst. Manque de soutien au porteur, Franck Romano. Divet que l'on voit le plus de toute l'équipe de France dans cette rencontre. Vous avez vu par exemple là, Daniel Divet voulait libérer son ballon, malheureusement personne autour de lui. Romano encore une fois. Patrick Antard qui donnait de la voix. C'est mettre un petit peu d'ordre dans l'organisation de l'attaque tricolore. Passe sauter sur l'aile en direction de Denis Bienès, mais ça ne passera pas. Défense qui montait et glissait pour bloquer le 3/4 tricolore. Ils défendent bien ces soviétiques, ils se concentrent essentiellement là-dessus, il faut bien le dire, encore que leurs répliques parfois sont extrêmement dangereuses et qu'ils ont campé littéralement devant l'embut français 10 bonnes minutes durant, faisant passer des frissons de frayeur dans le dos des supporters. Ils sont quelques 2000 dans les tribunes de ce stade Georges Livet à Villeurbanne. Dumas, c'est pas mal vu. Bienès, une passe ici pour Despins. Despins est soutenu à l'aile par Jean-Marc Garcia. Il n'a pas pu transmettre assez vite. Divet qui fixe bien l'adversaire. Excellente passe ici, remise pour Torreille. Nous sommes à 1 mètre de l'embut adverse. C'est maintenant au tour de Jean-Marc Garcia de s'élancer. Jean-Marc Garcia donne sur Anta. Anta a ouvert sur Dumas. Dumas ici pour Calvo. Calvo donne derrière lui une passe assez acrobatique de Gilles Dumas, récupéré in extremis par Claude Sirvin. Sirvin qui accélère maintenant et qui passe en définitive. Il a franchi le plus difficile. Malheureusement pour lui, il vient buter sur le second rideau défensif soviétique et il arrête sa course à environ 7 ou 8 mètres de l'embut adverse. Et vous savez si la passe de Gilles Dumas est assez spectaculaire, car acrobatique, c'est un petit peu un aveu d'impuissance. La preuve, c'est qu'elle n'a pas vraiment été efficace. C'était difficile à reprendre, c'est vrai. C'est parce qu'elle n'était pas très bien placée que Gilles a été contraint de passer ainsi. C'est pas un choix délibéré. Il s'est fort bien tiré d'une situation délicate alors que les soviétiques ont réussi une jolie passe croisée. Les soviétiques qui manquent de profondeur dans leur attaque. Regardez, c'est beaucoup trop à plat. C'est bien que la défense française est tout de suite présente sur le porteur du ballon. Sachin, accueilli par Daniel Divet. Un tenu trop tenu. Et un score qui n'a toujours pas bougé, 16 points à 6. 2 essais à 1. Plus étriqué qu'on aurait pu le penser en début de rencontre. Encore une fois, une équipe de France qui a quelques excuses. Celle d'une demi-douzaine de titulaires absents. Celle d'une équipe qui se retrouve 6 mois environ après sa dernière tournée. Et qui est en reconstruction.
Sotov. Et puis maintenant Netchaïev, bien arrêté par ici Toreil. Sotov encore une fois, on voit beaucoup Osachine. L'entraîneur tricolore qui demande à ses hommes du bord de la touche de fermer le tenue. Ici Gilles Dumas. Pareil, le capitaine soviétique, un coup de pied en chandelle. Il est le premier à la réception. La balle n'est pas bien négociée par les Français. Ils ont beaucoup de mal à s'en emparer. On donne une mêlée introduction pour les visiteurs. Ils sont chronomètre car on arrive à environ 5-10 minutes de la fin de cette rencontre. Et la pluie tombe de plus en plus drue sur le stade de Villeurbanne. La sortie pour les visiteurs sur Hollard, une passe croisée mal négociée. Gilles Dumas s'en empare. Grosse partie de Gilles Dumas. Livet, le plus étincelant quand même encore des tricolores, alors que ici, petit coup de pied, pas du tout volontaire, soit dit en passant, qui vient atterrir sur le menton de Osachine. Nouveau changement de joueur du côté des Français. Je crois que c'est Yves Storer qui est sorti. Peut-être pour faire entrer Pierre Chamorin. C'est également la réapparition sur le banc des remplaçants de l'équipe de France de Charles Frison. Frison qui avait été de l'épopée de Leeds. Il avait été remplaçant, il était entré que 2 ou 3 minutes, mais il avait vécu ce moment historique comme tous ses partenaires. La victoire de Leeds face à la Grande-Bretagne, on s'en souviendra longtemps bien sûr. Sokolov. Charles Frison enchaîne qui est maintenant à Villefranche, en passant. Sokolov une fois de plus. Tire du 5 beaucoup. Hollard. Bon distributeur, Hollard. Malheureusement ici la balle est difficile à négocier. Et là aussi une petite erreur de concentration de la défense tricolore. Sokolov tape en chandelle, à la réception il y a Fage et ils ont bien fait les soviétiques de jouer ainsi car la balle étant très difficile à capter, il y a de bonnes chances de la récupérer, elle est très glissante et c'est une mission pratiquement impossible pour Pascal Fage. Mais les Français tout de même s'en tirent avec bonheur sur cette phase de jeu. Et alors si les tricolores avaient dominé en première mi-temps, on peut dire que ce sont plutôt les rouges qui se sont installés dans le camp des Français. Heureusement que Daniel Livet se multiplie pour écarter régulièrement le danger. Mano, Toreil, long coup de pied tactique à présent. Il vient s'installer à une dizaine de mètres à l'intérieur du camp soviétique et long soupir. Soupir parce que depuis 10 minutes, ça ne présentait pas très bien pour l'équipe de France. Heureusement, il y a toujours Dumas pour donner de l'oxygène à ces couleurs. Et nous donner des couleurs, ce faisant. Yeah, c'est pas trop bien stabilisé cette mêlée. On va la refaire, ce qui est assez rare pour Ruud Béatrice, car on essaye d'éliminer au maximum les phases statiques pour essayer de dynamiser le jeu. Démarrage de Sokolov. On l'attendait. Dumas et Toreil étaient tous les deux sur sa trajectoire. On va s'intercepter ici, c'est assez dangereux. Cette balle est récupérée du bout du pied par Jean-Marc Garcia qui va peut-être aplatir l'essai. Il est très bien placé pour, en tout cas voilà, un essai de contre. Un essai de contre réussi par l'ailier de l'équipe de France, un jeune joueur de Saint-Estève. Il avait fait sa première apparition dans l'équipe de France lors de la tournée de l'été dernier.
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est amusant, Gérard, car j'allais vous dire que les tricolores excellaient dans la récupération du ballon, mais pas dans son utilisation. Et à ce moment-là, il marque un essai de contre. Un essai. Opportunisme. David Despins était là, mais c'est en définitive Jean-Marc Garcia donc qui s'empare de cette balle à point nommé, sous l'œil attentif et ravi de Patrick Toreille. Regardez le bon retour de Lukianitchev. Et Garcia intelligemment qui s'est arrêté pour ramasser le ballon pour être sûr de le poser dans l'embut. Vite pour déborder la défense et lent au moment de la phase terminale pour être précis. Transformation. Toujours ce loisir, quand on l'a, il faut en profiter. Transformation relativement aisée pour Gilles Dumas. C'est jamais gagné, mais face au poteau, le batteur saint-gaudinois ne commet pas la moindre erreur. 22-6, le capitaine de l'équipe de France montre l'exemple. Mais un essai plein d'opportunisme donc de Jean-Marc Garcia, un essai de contre. Un essai de footballeur. Et oui. Les pieds, la tête et les jambes. Korsakov ici essaie de faire voler en éclats l'étau défensif français. Un petit geste d'humeur de Korsakov. Parti sur du comportement qui s'est déroulé dans un excellent esprit. Parechin. C'est une passe en avant, l'arbitre ne l'a peut-être pas vu. Sapega prolonge un mouvement malgré le travail défensif de Charles Frison qui est entré à son tour en jeu. Longue chandelle, beaucoup de monde à la réception, ils sont au moins 10. Mais le plus vif, c'est l'arrière français. Une excellente passe ici pour David Despins qui s'échappe, il regarde derrière lui, il a vu le soutien de Patrick Cantat ne sera pas rejoint par Korsakov. Encore le Carcassonnais, l'Avignonnais aussi. Creuse définitivement l'écart et met l'équipe de France à l'abri d'une mauvaise surprise. Un essai de 80 mètres. Un essai à la Preston. Avec là un soutien au porteur du ballon. C'est Gilles, c'est Patrick Cantat qui va se rendre disponible. Un petit jeu de main car il n'était pas facile à prendre cette balle qui redescendait. Ensuite, les jambes du petit Anta face au puissant troisième ligne soviétique. Il n'y a pas photo et Anta marque le 4e essai tricolore. Mais une nouvelle fois un essai de contre. Il est vrai que les conditions sur lesquelles évoluent les joueurs ne se prêtent pas à de belles envolées. Ah, celle-là était belle. Celle-là était belle, cela dit. Mais on n'aura pas vu énormément d'attaques de cette qualité. C'est notre regret peut-être. Le métronome Dumas à la manœuvre. Bien lui qui n'aura pas loupé grand-chose aujourd'hui. Cette transformation qui était tentée, il faut le dire, dans la boue, donc dans des conditions là aussi bien difficiles. 22-6 pourrait être la marque finale, 26-6 pourrait être la marque finale de cette rencontre, de cette première rencontre internationale entre la France et les Soviétiques. Qu'est-ce qu'on peut en tirer alors? Eh bien, de toute manière, c'était l'occasion pour l'équipe de France de se retrouver. Une équipe de France, encore une fois, très jeune, avec une moyenne d'âge extrêmement encourageante pour l'avenir. On regarde vers le long terme à l'heure actuelle dans le milieu trésiste français. On a parfaitement raison. On a eu un lourd revers. Il faut essayer d'oublier tout ça. On a battu la Papouasie-Nouvelle-Guinée au bout du monde l'été dernier. Il faut de nouveau vaincre cet adversaire à Carcassonne. Ça sera dans à peu près un mois. Et puis après ça, eh bien, il y aura de nouveau les chocs contre les Britanniques. Et puis un match contre le Pays de Galles qui s'annonce fort intéressant. Et pas gagné d'avance, croyez-moi. Voilà donc les rendez-vous. Mais cette rencontre, et c'était surtout l'occasion pour l'équipe de France de se retrouver, de jouer ensemble. Car elle ne l'avait pas fait depuis 6 mois. Et c'est ça l'essentiel, en définitive. C'était important aussi du point de vue historique de concrétiser l'adhésion du rugby à 13 en URSS au mouvement international. Voilà qui est fait maintenant. On dit que ce rugby en URSS compte 8 clubs professionnels. C'est ça, 8 clubs dans l'élite. Et c'est une ligue qui s'est fondée il y a 2 ans à peine.
donc elle en est à ses tout débuts. Alors que ici l'équipe de France dans les toutes dernières secondes de la partie essaie de se dégager avec Eric Bonnet qui attaque. Sur ce qu'elle a montré cet après-midi, cette équipe soviétique est promis un bel avenir. Peut-être lors de la première Coupe du Monde de rugby à 13. Peut-être, ce sera pour bientôt. Gérard Léras, Frédéric Laville vous ont commandé cette rencontre. Je vous rappelle le score final. France bat URSS 26 points à 6. On se retrouvera pour un nouveau rendez-vous avec l'équipe de France de rugby à 13. Je le pense dans quelques semaines. Ça contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça se déroulera à Carcassonne. Au revoir à toutes et à tous. Prochain rendez-vous, fans de rugby à 13, lundi 18 novembre, le 13 du président face à la Nouvelle-Guinée. Une rencontre à ne pas manquer, fans de rugby, lundi 18 novembre sur la chaîne du sport. Voulez-vous améliorer votre jeu de golf de façon spectaculaire? C'est ce qu'a fait Nick Faldo en se tournant vers David Leadbetter, le numéro 1 mondial de l'entraînement de golf. L'homme vers qui se tournent les meilleurs golfeurs du monde. Avec ces 2 vidéos de 90 minutes, vous aussi, vous pourrez améliorer votre jeu en suivant les conseils du gourou du golf. Dans la première vidéo de Swing, David Leadbetter livre les secrets de sa célèbre méthode d'entraînement et vous montre avec précision comment développer un swing puissant et uniforme en passant en revue grip, position et alignement. Dans la seconde, The Short Game, David Leadbetter montre comment améliorer vos putting, The arms and shoulders work together. chipping, Fall off the toe here, pitching swing, and my follow through the same length, et sortie de bunker. as I feel a parallel to that slope. Les 2 vidéos comportent des exercices pratiques et uniques qui vous aideront à améliorer votre jeu. Vous améliorerez votre jeu, quel que soit votre niveau, en regardant The Swing et The Short Game. Rejoignez les pros. Réservez vos 3 heures de Lessons with Leadbetter en appelant dès aujourd'hui votre numéro local. Cette offre spéciale de 2 vidéos comporte une garantie complète de remboursement. La livraison sera faite sous 21 jours. Commandez vos Lessons with Leadbetter dès aujourd'hui. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons bien sûr dès demain. N'oubliez pas votre premier rendez-vous dorénavant 8h. Pour le moment, toute l'équipe de TV Sport, sans oublier ce soir à la technique Bob Woods, se joignent à moi, Dominique Dardos, pour vous souhaiter une très très bonne nuit. À demain.